midi sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et voilà, c'est le début de notre enquête ce matin. On vous demande si vous allez voter ce week-end aux européennes. Et on fait un point avec vous, Véronique Jacquier. Allez-vous voter dimanche ? Eh bien, du côté des auditeurs de Sud Radio, sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est oui à 81%. Alors, beaucoup d'auditeurs nous disent sans phare qu'ils vont aller mettre un bulletin dans l'urne pour donner une bonne claque à Emmanuel Macron. À l'inverse, Maximus dit ne tombez pas dans le piège du vote utile et de la claque à Macron. On a vu ce que ça a donné lors de la présidentielle. Votez pour vos convictions. Et puis Villeneuve ajoute l'abstention n'est pas un positionnement politique, elle est un découragement, le signe que nos institutions ne sont plus représentatives. Pour les européennes, n'aurions-nous pas pu essayer d'autres modalités de vote, par exemple le vote par Internet ? Pourquoi pas, on va poser la question à nos invités. Antoine Wechter, bonjour. Oui, bonjour. Co-président du mouvement écologiste indépendant, vous êtes l'un des initiateurs de la liste Urgence Écologie aux européennes. Vous êtes en 79e position, ça veut dire que... je suis le pousseur. Et voilà, votre présence est symbolique. Vous êtes là évidemment pour encourager la liste. Vous avez été bien sûr candidat à la présidentielle en 1988 et puis député européen et notamment président de commission au Parlement européen entre 1989 et 1991. Il y a aussi avec nous Philippe Juvin, député européen sortant, membre des Républicains. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous nous expliquerez pourquoi vous ne vous représentez pas. C'est à cause du cumul des mandats, c'est ça ? C'est cela, oui. Je suis maire de La Garenne-Colombe, qui est la plus belle ville d'ailleurs de la région parisienne. De la région parisienne au moins. Et donc je me consacre à ma commune avec passion. Alors il y a aussi avec nous Mike Rambeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gilet jaune et vous nous direz pourquoi vous n'irez pas voter voilà. Et pourquoi vous égratignez les listes jaunes qui se présentent du coup j'imagine. Et puis Eric Verrag, entrepreneur et essayiste, auteur de Faut-il quitter la France ? C'est publié aux éditions Jacob Duvernay. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Et si vous nous écoutez 0826 300 300, vous faites comme Frédéric, vous nous appelez. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Vous nous appelez bonjour de Bergerac. De Bergerac, oui. Est-ce que vous allez aller voter, vous, alors ? Alors, oui, moi je vais y aller. À vrai dire, je me pose encore la question à savoir pour qui. Ouais. Mais bon, mais en tout cas, j'encourage les gens à aller voter parce que, justement, je m'informe pas mal en ce moment sur les vrais pouvoirs du Parlement européen. Et justement, je me dis, si effectivement les gens ils demandent un RIC parce qu'ils ne sont pas d'accord, donc je dis tous ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à aller voter pour justement l'inverse du système qui est actuellement au pouvoir. Ouais. Et à ce moment-là, on verra bien si dans un an, le fait d'avoir mis des gens, députés européens, qui ne sont pas forcément dans le sens du pouvoir qui gouverne actuellement ici, on verra bien si ça a un impact ou pas. Et après, les gens ils pourront toujours se faire une opinion du Parlement européen, à savoir si vraiment le peuple a quelque chose à dire ou pas, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Mais pour pouvoir le juger, il faut d'abord y aller. Ouais. Et justement, si plein de gens ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à exprimer. Il y a quand même plus de 30 possibilités. 34, oui, vous avez raison. Donc chacun peut trouver son compte. Donc à ce moment-là, il s'agira de voir, dans un an, les gens n'étaient pas d'accord, ils l'ont montré en votant. Et au niveau du Parlement, on verra bien s'il y a quelque chose qui se déclenche par rapport à ça, ou si effectivement on dit que à ce moment-là, si on dit que l'Europe est une dictature, on le verra vite. Oui, Frédéric, on va poser directement la question justement à Mike Rambeau, gilet jaune qui ne veut pas aller voter. Ouais. Vous avez entendu Frédéric, il dit oui, mais je comprends, comme vous, je suis pas forcément d'accord, mais j'irai voter et on peut voter pour quelqu'un qui pourra appliquer peut-être autre chose ou avoir du poids, non ? Écoutez, moi, à titre personnel, si je vais pas voter, c'est parce que je suis contre ce système. Oui. Et je pense que les politiciens font que pour leur intérêt à eux et non pour le peuple à l'heure actuelle. Et on peut le constater, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes et d'autres, que ce soit les forains hier qui ont manifesté parce que... C'est vrai, pendant 2 jours, là, oui. Voilà, que ce soit les infirmiers, que ce soit les agriculteurs, il y a des problèmes partout. Et en parlant... depuis quelques années, en observant, quand on regarde, chaque vote n'a rien évolué pour nous. Ouais. Par exemple, il y en a qui ont été contre la loi Maastricht, beaucoup, et malheureusement, elle est passée quand même. C'est ce que je veux dire. Et je pense que les politiciens, c'est un jeu pour eux. Ils ont un rôle, ils ont... Oui. Antoine Wechter, vous êtes interpellé directement parce que vous avez fait beaucoup de politique, etc. Et, vous comprenez quand même, Mike, ce qu'il dit. Il dit oui, mais on a voté, et puis on n'agit pas. En fait. C'est vrai, mais c'est une vision française. Oui. C'est pas une vision européenne. L'Europe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a finalement 3 éléments. On a la Commission européenne, on a le Parlement et on a le Conseil des ministres qui représente les États. C'est la Commission européenne qui fait des propositions et
ensuite, on a une codécision entre le Parlement et le Conseil des ministres. Mais les propositions que la Commission va faire dépendent directement des votes au moment de la désignation du Parlement. Quand nous sommes entrés en 1989... Quand nous sommes entrés en 1989, vous allez prendre la parole. Le fort vote écolo à l'époque, eh bien, ça a conduit immédiatement à la mise en place, par exemple, de Natura 2000, la mise en place de mesures de protection d'une manière générale du territoire par les évaluations environnementales, etc. C'est-à-dire qu'il y a un signal. Et moi, je dis que ceux qui ne vont pas voter quelque part, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, finalement, tant pis, je vous fais confiance, faites ce que vous voulez. C'est un peu ça. Or, moi, c'est ce que vous faites, ouais, non, non, mais moi je pense que lorsqu'on est patron, chacun a une part de pouvoir, et lorsqu'on est patron, on n'a pas le droit, à mon sens, de se reposer le dimanche de Il faut corriger la fake news qui vient d'être donnée, puisque c'est vrai que la Commission a en réalité le monopole de l'initiative législative, comme on dit, même s'il y a des processus de codécision extrêmement complexes. Mais là où est la fake news, c'est que la Commission ne reflète absolument pas le vote au Parlement européen. C'est tout le débat qu'on a avec les Spitzenkandidaten, puisque les Allemands souhaitent que le président de la Commission soit issu du parti qui gagne les élections européennes, et que la France conteste cet avis. D'ailleurs, Juncker a été choisi en dehors de tout processus démocratique. Donc, le vote au Parlement européen ne va pas influencer la composition de la Commission. Et donc la Commission a un pouvoir qui est indépendant du vote populaire. Posons la question à un député européen sortant pour savoir si justement le Parlement a un peu de pouvoir ou pas, ou si finalement, comme le dit Éric Verhaeghe, tout est imposé par la Commission. Il en a un peu, mais... Philippe Juvin. Voilà comment ça se passe. C'est en fait très simple, c'est comme en France. En France, le gouvernement écrit des propositions de loi, des projets de loi, les met sur le bureau de l'Assemblée et du Sénat qui votent. Voilà. En Europe, c'est pareil. La Commission européenne, qui est composée de 28 membres... Sauf que le gouvernement en France est élu. Chacun désigné, le gouvernement n'est pas élu. Il est représentatif de la majorité. 28 personnes composent la Commission européenne, chacune désignée par un État, un Français, un Italien, un Belge, etc. Ces gens-là font des propositions de loi et les mettent sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui est le Parlement européen, et du Sénat, qui est le Conseil, c'est-à-dire représentant les États. Donc c'est un système en fait démocratique. Mais la question initiale que vous posiez, est-ce qu'il faut aller voter ? Oui, il faut aller voter. Quand on n'est pas content d'un système, soit on le regarde et on s'en plaint, soit on décide d'essayer de le changer. Là, vous avez 34 listes, 34 possibilités différentes de changer le système. Certains proposent de faire comme ci, d'autres comme ça. Bref, là, pour le coup, il y a largement le choix. Donc, si on n'est pas content du système, il faut le changer. Et on le change comment ? Par l'élection, parce que, à part l'élection, peut-on changer les choses différemment ? Est-ce qu'il y a une technique pour changer le système à part les élections, selon vous ? C'est ça la question. Mike Rambaud, gilet jaune. La technique, par exemple, toutes ces européennes, concrètement, ils vont avancer à quoi ? Ils vont servir à quoi au peuple ? Eh bien, le Parlement européen va servir à quoi ? Il va servir au peuple. Est-ce que ça va leur améliorer la vie ? Bien entendu. Va servir à voter des lois qui vont s'appliquer non pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Par exemple, le fait qu'il y a encore une agriculture française aujourd'hui, c'est grâce à des lois européennes qui ont protégé les agricultures européennes. Avec la PAC, quoi, c'est ça. Avec la politique agricole commune. Il n'y aurait pas d'Europe. Non, mais on peut se dire les choses. Voilà. L'Europe, je veux dire, elle est très imparfaite, évidemment. Tous les systèmes sont imparfaits. Mais en fait, elle est moins efficace qu'on le voudrait, que vous et moi. Elle est moins efficace qu'on le voudrait. Mais en fait, en pratique, elle est beaucoup plus efficace qu'on le dit habituellement. Je vous le dis, il n'y aurait pas d'Europe, il n'y aurait plus d'agriculture française depuis très longtemps. J'imagine que ça vous fait réagir, justement, au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler. Est-ce que vous irez voter, ou est-ce que les propos que vous entendez là, en fait, en direct, vous interpellent ? N'hésitez pas, vous nous appelez, vous aurez la parole dans un instant. Et pourquoi vous n'irez pas voter, ou alors pourquoi il faut aller voter ? Antoine Wester. Alors. Oui, alors dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, une partie du Code de l'environnement, c'est tout de même lié aux directives qu'a pris l'Europe. Ce qui montre effectivement l'impact que l'Europe peut avoir sur notre vie quotidienne. Simplement, et c'est nous l'exigence que nous avons, c'est une exigence de cohérence. C'est-à-dire que les critiques que vous pouvez formuler, elles ne sont pas liées, à mon sens, à l'Europe. Elles sont liées parfois aux élus qui s'y trouvent. Et c'est la raison pour laquelle il faut donner des signaux forts.
La cohérence, par exemple, c'est pourquoi est-ce que l'on construit une politique agricole qui va dans le sens de l'industrialisation et puis dans le même temps, on prétend sauvegarder la biodiversité. Pourquoi on continue à investir ou à contribuer à l'investissement dans des mobilités motorisées alors que dans le même temps, il faut au contraire réduire la mobilité carbonée, etc. Nous avons une exigence de cohérence et qui s'inscrit aussi dans l'urgence, bien évidemment, des mesures à prendre. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment aussi, Éric Vérec, que l'Europe est quand même lointaine, évidemment. Je pense que le débat qu'on a déjà ce matin le montre. Ouais. L'Europe, c'est un projet d'élite, c'est un projet élitiste, c'est un projet extrêmement complexe qui se fonde. Mais est-ce qu'il peut en être autrement ? Oui, parce que en réalité, il y a deux façons de faire de la politique. Il y a soit une politique qui vise à construire des grandes machines pour gouverner la société, et c'est le cas de l'Europe aujourd'hui. Et on voit bien ce qui pose problème, c'est que le citoyen européen, il s'entend dire en longueur de journée, faites confiance, ça ira mieux, c'est vachement bien pour vous, mais on ne lui demande pas de participer et on ne lui demande même pas de comprendre. Et cette façon-là de gouverner la société, le problème, c'est qu'elle n'est plus admise par les peuples. Et je pense qu'il y a une autre façon de concevoir les choses, c'est en effet, d'une façon ou d'une autre, de faire le choix de la simplicité. C'est-à-dire que moi, je suis un partisan du marché unique parce que je pense que c'est une innovation importante pour la vie quotidienne des citoyens. Le marché unique n'est possible que s'il y a des lois européennes communes entre les pays. Si chaque pays a sa loi différente... Le problème, cher monsieur, c'est que vous savez très bien que au nom du marché unique, la France surtranspose systématiquement toutes les directives et que Bercy, par exemple, s'empare du prétexte du marché unique pour inventer des règles qui n'existent pas ailleurs. Et le sujet aujourd'hui, c'est que c'est pas l'Europe en elle-même, c'est pas l'idée du marché unique, c'est la façon dont il est pratiqué par la technostructure qui a pris le pouvoir dans nos sociétés. Ça, je confirme. J'applaudis le fait qu'à un moment donné, il y ait des citoyens avec un gilet jaune ou ce qu'ils veulent, un bonnet rouge ou des chaussures vertes, disent nous, on refuse de participer à cette mascarade. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous emparer d'une bonne idée pour faire un mauvais système. Et je crois que la critique, elle est là aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à la secouer. Ouais. Alors on la secoue comment, Antoine Wechter ? Oui, d'abord, moi je confirme effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la mauvaise image que l'Europe a dans l'opinion française, elle est en partie liée au prétexte que les pouvoirs publics français prennent pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Je veux dire, par exemple... Mais oui, prenons les privatisations aujourd'hui, privatisations envisagées par exemple de nos centrales hydrauliques qui sont pourtant essentielles dans le développement des énergies renouvelables. D'ailleurs, c'est l'une des revendications fortes des Gilets jaunes. On brade un petit peu. Exactement, mais ils ont parfaitement raison. Selon vous. Ce n'est pas l'Europe. Sauf qu'on les privatise pas. L'Europe donne effectivement des orientations, mais comme cela vient d'être dit, il y a une surréalisation de la part du gouvernement français pour aller dans ce sens, et le prétexte qui est pris, c'est l'Europe. Or, à partir de là, on donne une mauvaise image de l'Europe, et c'est la raison pour laquelle, et moi c'est un appel véritablement aux abstentionnistes, ne laissez pas faire cet élément, dépassez cette mauvaise image que donnent les pouvoirs publics français, pour dire à l'Europe, voilà la direction dans laquelle vous devez aller. Chaque électeur va allumer une petite lumière. Elle sera bleue, elle sera verte, elle sera rouge, elle sera brune, peu importe. Mais c'est la somme de ces petites lumières qui va faire demain la politique européenne. Oui, Véronique Jacquier. Oui, Michel, un message de Michel pour Mike Rambeau, qui est gilet jaune et qui n'ira pas voter. Michel nous dit: je n'arrive pas à comprendre ceux qui ne veulent pas aller voter. Pourquoi ne veut-il pas blanc ou nul, qui sont quand même des façons de s'exprimer? Et puis Eric adresse un message des amitiés à Antoine Wechter, qui a fait de lui un écologiste, et il regrette que ses successeurs n'aient pas su entretenir le message écologiste. Voilà. Ça, on va peut-être en parler dans un instant. Philippe Juvin, c'est vrai qu'il y a une surinterprétation en quelque sorte, non? C'est ça. Il y a un mal très français qui consiste. Il y a deux mots très français vis-à-vis de l'Europe. Le premier, c'est quand l'Europe vote une loi, impose une règle aux 28 États. La France fait toujours beaucoup plus que ce qui est imposé par l'Europe. Et après vient. Non, mais ça c'est dingue quand même. Ouais, c'est dingue. Et vient ensuite pleurnicher en disant: regardez ce que l'Europe nous impose, alors que c'est la France elle-même qui a décidé de s'appliquer à elle-même des règles plus contraignantes. Premièrement. Et deuxièmement, nous sommes les spécialistes mondiaux pour raconter n'importe quoi en matière d'Europe et de faire porter sur l'Europe des responsabilités qui sont en réalité
qu'une responsabilité française. Prenons l'exemple des fameux barrages. Prenons l'exemple des fameux barrages. Oui, on en lit partout. Les barrages terribles, l'Europe nous demande de les privatiser. Mais c'est tout à fait faux. L'Europe, d'abord, n'exige en aucune manière la privatisation de quoi que ce soit dans aucun pays de l'Union. Voilà, c'est comme ça. Non, pas du tout. Je vous le dis, pas du tout. L'Union européenne a simplement expliqué qu'on pouvait gérer de telle ou telle manière les barrages, mais c'est aux États de faire le choix. Et après, parce que la France, il lui manque des euros dans sa poche, parce que nous sommes un pays en cessation de paiement, eh bien, brade son patrimoine. Elle dit comme excuse, regardez ce que les Européens nous obligent de faire. Mais en réalité, toutes ces décisions sont des décisions françaises, mais prises parce qu'elles sont honteuses sous un prisme européen. On fait porter à l'Europe un chapeau très large. Oui, Éric Verhaeghe ? Oui, non, on ne va pas rentrer dans la question du droit de la concurrence en Europe, mais c'est vrai que l'Europe ne donne pas forcément d'indications sur la nature privée ou publique de la gestion. Absolument. En revanche, elle recommande fortement, et même elle oblige, à la mise en concurrence, et j'en suis un grand partisan. À la mise en concurrence, mais pas la privatisation. L'Allemagne, par exemple, a fait un choix très intelligent, rappelons-le, dans les années 90, qui a été de mettre en concurrence ces caisses publiques de sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale allemande est bien gérée. Pourquoi ? Parce qu'elle est restée publique, ce qui était son choix, mais elle a mis en concurrence ces caisses primaires d'assurance maladie. Choix que la France devrait aussi faire pour réduire les déficits sociaux, puisque le problème en France, c'est le monopole de l'assurance maladie. Mais là-dessus, moi je crois qu'en effet, on a un débat de fond sur de quoi l'Europe est le prétexte dans le débat national français pour justifier des positions partisanes. Et ça, je crois que ce sujet-là aurait pu être abordé. On attendait d'Emmanuel Macron qu'il abordât ce sujet dans la campagne électorale, parce que c'est son rôle de chef d'État de dire cette élection, en réalité, au niveau européen, elle est cruciale. Le rapport de force en Allemagne change. Il y a une montée de conservateurs qui sont relativement anti-français, entre guillemets. Et nous devons nous positionner au-delà des querelles partisanes. Et malheureusement, le reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron, c'est d'avoir systématiquement ramené le débat à des questions intérieures. Allez, on continue dans un instant avec vos votes, vos appels. Vous pouvez réagir, vous pouvez dialoguer avec nos invités, avec Antoine Wechter par exemple. Nous sommes là encore 10 minutes avec vous. Et tout à l'heure, c'est Guy Carlier qui sera aussi là, mais alors pour toute autre chose. Lui, il a maigri de 125 kilos. Ce qui est assez énorme. En partant de combien ? 250. Pas loin de 300. Ce qui est assez la balance, énorme. Il faut avoir une sacrée balance. Il en faut plusieurs. Même 2, c'est pas suffisant. Il l'expliquera bien entendu. 0826 300 300 pour notre question du jour. Allez-vous voter dimanche et continuer de commenter sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous, 9h25. 13, appel non surtaxé. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la deuxième partie de notre enquête ce matin avec vous, Véronique Jacquier, l'ensemble de nos invités. Est-ce que vous allez aller voter ? C'est notre question depuis ce matin, aux européennes, pour 2 jours. Oui, et du côté des auditeurs de Sud Radio, sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est oui, on va voter, oui, à 81%. On a des auditeurs qui sont motivés, mais enfin certains ont quand même la majorité qui sont inquiets, qui disent que cette Europe veut dissoudre l'identité française. Ça revient beaucoup, on a peur d'une Europe qui veut dissoudre l'identité française. Qu'est-ce que vous répondez, Philippe Jubin, vous qui êtes député européen sortant, vous êtes membre des Républicains. Il y a aussi autour de la table, je le rappelle, Antoine Wechter, Mike Rambeau, gilet jaune, qui n'ira pas voter, et Éric Verhaeghe, entrepreneur et essayiste. Il y a eu évidemment une identité française, et la France, plusieurs fois dans son histoire, a éclairé le monde et l'Europe. Et moi, en tant que patriote, je veux que ça continue. Voilà. Je vais vous dire, pas de leçon de patriotisme, je suis probablement le seul parlementaire à avoir porté l'uniforme de l'armée française dans un pays en guerre. Donc moi, j'ai aucune leçon de patriotisme à recevoir. Il reste pas moins que je veux que mon pays continue à éclairer le monde, et pour ça, il a besoin d'un véhicule de puissance. Parce que face à des milliards de Chinois, d'Indiens, comment voulez-vous qu'un pays de 66 millions continue à éclairer le monde ? Donc ceux qui aiment vraiment la France doivent avoir comme idée qu'elle doit pouvoir compter sur un véhicule de puissance, c'est l'Europe. Donc loin de dissoudre l'identité française, je pense que les faux amis des patriotes, ce sont ceux qui vous disent pas d'Europe. Quand vous êtes patriote, vous êtes forcément européen, et faites votre choix, vous avez 34 listes. Et autre commentaire eurosceptique, parce que François-Xavier Bellamy parle de civilisation européenne, mais Nathalie nous dit, il n'y a pas de nation européenne, il y a seulement des peuples qui peuvent avoir plus d'affinité avec certains et moi avec d'autres. Par exemple, les Autrichiens nous détestent pour notre supposée arrogance. Il y a une civilisation européenne, évidemment.
Mozart, Baudelaire sont des héros européens autant qu'ils sont des héros de chacun de leur pays. Donc il y a une civilisation européenne. Évidemment, la notion de nation est une notion qui est limitée aux États, mais nous sommes une fédération d'États-nations. C'est ce que disait Jacques Delors. Voilà. Antoine Wechter ? Oui, je voudrais tout de même rappeler que l'Europe, elle a existé auparavant. Elle a existé du temps des Romains, elle a existé sous Charlemagne, elle a existé d'une certaine manière sous Bonaparte. C'est une Europe qui s'est... des empires un peu contraints. Là, exactement. C'est une Europe qui s'est construite effectivement à la force des armées. Aujourd'hui, c'est une Europe que l'on essaie de construire pour la paix et par conséquent par une démarche volontaire. Évidemment, ce que l'on peut regretter d'une certaine manière, c'est qu'on a élargi trop vite et que c'est un peu difficile pour l'ensemble des peuples qui constituent l'Europe de bien identifier les limites de ce territoire européen. Mais en réalité, il faut le parcourir pour bien comprendre finalement ce que l'Europe peut apporter aujourd'hui. Alors évidemment, il faut un investissement et le regret que nous devons également, et ça dépend évidemment du politique, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment d'engagement des élus dans l'Europe, c'est-à-dire dans cette volonté de discuter avec les autres. L'Europe ne doit pas se construire à partir de contraintes, de directives qui s'imposeraient ensuite à tous les États. C'est un peu le sentiment de beaucoup, effectivement. Voilà, elle doit se construire dans la... Pardon, comme discours. Non, mais pardon, elle doit se construire dans la discussion. Monsieur Wechter, vous avez été candidat à la présidence de la République, vous êtes quelqu'un de responsable. Vous pouvez pas dire c'est à cause des élus, c'est facile. Enfin, c'est le truc facile. Pourquoi ? Les systèmes. Non, mais je veux dire, les systèmes. On peut tout dire. Mais les systèmes démocratiques sont toujours imparfaits. Sont toujours imparfaits. Il y a toujours des choses qui fonctionnent mal. Ce sont des systèmes les moins imparfaits possibles. Vous connaissez le mot de Churchill. La démocratie, c'est le pire des systèmes, on peut dire à l'exception de tous les autres. Sur ce qui est asséné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit l'Europe, c'est la seule façon pour la France de rayonner. Or, il y a comme un débat qui doit être ouvert. Il faut arrêter le déni sur ce sujet. Il est une réalité que peu de gens contestent aujourd'hui, c'est que l'euro fort, la politique monétaire que nous pratiquons, d'une façon ou d'une autre, il est très probable, je me montre prudent, il est très probable qu'elle affaiblisse la France, et notamment l'industrie française. Parce qu'elle nous oblige à des choix de compétitivité qui, dans la pratique, ne peuvent pas être cumulés avec un code du travail qui fait 1500 pages. Expliquez-moi pourquoi, avec les mêmes règles, les Allemands s'en sortent. Excusez-moi, c'est toujours le même sujet. En fait, on accuse l'Europe des mots MAUX français. Attendez, moi, monsieur Juvin, je vais vous répondre pourquoi. Le franc serait super dévalué. Je vais répondre à votre... Éric Verhaeghe. Et la réponse, elle est très simple. Les Allemands, ils s'en sortent parce qu'ils acceptent des sacrifices et ils acceptent d'assainir leur compte public. Et qu'en France, on n'a pas dit clairement aux Français que si on voulait jouer avec la même monnaie que les Allemands, il fallait suivre la même politique budgétaire qu'eux. C'est-à-dire arrêter les déficits. Donc c'est bien un problème français. Non mais attendez, moi le sujet, c'est qu'en effet, aujourd'hui, tous les gens qui, autour de cette table, disent l'Europe nous renforce, sont aussi des gens qui, d'une façon ou d'une autre, participent à des politiques de la dette. Alors, moi, à un moment donné, je trouve que c'est extrêmement hypocrite. Si on regarde, cher monsieur Juvin, vous venez d'un parti qui, en 2008, était au pouvoir et qui a fait 600 milliards de dettes nouvelles. Alors comment est-ce qu'on peut dire ah oui c'est vachement bien l'Europe ça nous renforce mais nous on accepte 600 milliards de dettes quand les Allemands eux se désendettent en quelques années. Pardon, vous vous souvenez quand même qu'à l'époque il y a 10 ans il y a eu une crise mondiale qui a failli tout emporter. Que pour rester dans l'euro il faut accepter des sacrifices. Mais si nous sortons de l'euro, ce que je veux dire simplement, si vous sortez de l'euro, vous affaiblissez et vous ruinez immédiatement la totalité des Français. Pourquoi dites-le aux Français. Arrêtez d'expliquer qu'on peut s'en sortir sans effort. Si la France s'en tire un peu, c'est que nous avons la garantie des Allemands qui sont les banquiers de l'Europe. Oui, on vit sur le dos de l'épargnant allemand, il faut le dire. Est-ce que, Mike Rambo, ensuite Antoine Wechter, est-ce que ça vous donne envie de voter ? Parce qu'au début de l'émission, vous n'aviez pas envie de voter. Est-ce qu'à la fin de l'émission, là, on arrive quasiment au terme ? Non, je reste sur... Non. Je reste sur mon avis, je ne voterai pas. Pourquoi alors Parce que, en toute honnêteté, à part leur donner de l'intérêt à eux, moi j'en vois aucun. Mais pourquoi ne pas voter blanc, par exemple ? Pourquoi voter blanc ? Pour moi, je n'arrive pas à me dire si je vote blanc, ça va changer en quoi ? C'est un signal. Mais signaler quoi ?
C'est un signal qui indique... Mais l'abstention est peut-être un signal aussi. Non, l'abstention n'est pas prise. Les gens ne viennent pas voter, ils n'ont pas confiance en nous. Non, mais vous avez raison, l'abstention, ça peut être un signal politique. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que si on n'est pas content d'un système en démocratie, il n'y a qu'une solution, c'est le changer par la voie du vote. Ou alors, il faut faire un coup d'État, mais dans ces cas-là, ça c'est plus le point. Révolution. Mike Rambaud, beaucoup de gilets jaunes se réservent un peu, je crois, pour les municipales. C'est un peu ça aussi, et c'est votre cas ou pas, non? En se disant, non, mais là, on ira sur des votes locaux où on a plus de poids. Je pense que les gilets jaunes, leur priorité, c'est de pouvoir vivre pour vivre et non pour survivre, je pense. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Je précise que vous animez une émission qui a lieu tous les jours en live sur Facebook, Mike Rambaud. Donc on peut la regarder, et échanger. Un dernier mot avec vous, Antoine Wechter. Alors, oui, nous sommes quand même en face d'un défi qui est considérable, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est le résultat évidemment de toutes nos activités. Et dans ce contexte, c'est évidemment un problème qui dépasse complètement les frontières. Nous sommes 800 millions. C'est vrai, à avoir cette responsabilité. Mais derrière, il y a des milliards d'autres terriens. Et par conséquent, si l'on veut réellement avoir une efficacité, c'est pas simplement en faisant des efforts au niveau de la France. Il faut le faire pour servir de modèle. Mais dans le même temps, ça suppose en effet que l'on ait une influence sur l'ensemble de la planète. Et comment avoir une influence si ce n'est à travers une institution comme l'Europe. Et vous, votre mouvement, c'est Urgence Écologie. C'est Urgence. Plutôt qu'Yannick Jadot et les autres, quoi. Urgence Écologie, c'est en quelque sorte, en effet, la seule liste qui... Alors, il y a des différences. Je veux dire, c'est sans doute la seule liste, par exemple, qui prend en compte les préoccupations de la beauté de la France, de son patrimoine. Non, on s'y intéresse aussi un peu, vous savez. Oui, mais dans la réalité... Vous n'avez pas le monopole de la beauté de la France. Dans la réalité, on ira voir en tout cas sur le site internet. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission. Philippe Juvin, Antoine Wechter, Mike Rambaud, Éric Vérac. On termine à combien, Véronique, alors? Mais on termine toujours à 81% de oui pour dire que nos auditeurs iront voter dimanche. Alors certains sont un petit peu grognons, pourtant on est, après avoir écouté Antoine Wechter, Philippe Juvin, Mike Rambaud et Éric Vérac, et juge évidemment Philippe Juvin et Antoine Wechter un peu trop optimistes avec l'Europe. Et il voudrait qu'on parle plus de l'Europe des nations plutôt que d'une Europe évidemment, d'une Union européenne avec de grandes majuscules, évidemment. Merci à tous. Dans un instant, on va changer de décor. On va changer de décor parce qu'on va vous parler d'une start-up française avec Hélène Delabigne qui récupère les cheveux chez les coiffeurs pour soigner les grands brûlés. Voilà, ça c'est... Et puis après, on sera avec Guy Carlier qui viendra pour son livre Moins 125 aux éditions du Cherche Midi. Restez avec nous, 9h39 et tout de suite. C'est Valérie Expert. Un petit mot, Valérie. Oui, un petit mot. Écoutez, on aura Laurent-Éric Lelay, le patron des sports de France Télévisions, avec nous en direct en studio. Si vous voulez lui poser des questions, n'hésitez pas. 0826 300 300 sur Roland Garros, sur il y a plein de sujets. Tour de France, le Tour de France, les droits des Jeux Olympiques qu'a obtenu France Télévisions. Et puis 11h midi, irez-vous voter. On vous donne la parole aujourd'hui, encore plus que d'habitude. On va vous écouter, vous entendre. Pour qui allez-vous voter? Ils ont dit oui pour l'instant à 80%. Donc, nos auditeurs, ils vont aller voter? 80%. En tout cas, pourtant, nos auditeurs, ceux qui ont voté. Frédéric Dabi disait qu'il y aurait près de 60% d'abstention. Oui, mais en tout cas, ceux qui votent, là, pour l'instant, voilà ce qu'ils disent, quoi. Mais bien sûr, il y reviendra il y aura 55% sans doute d'abstention. Voilà, et on a envie de vous entendre. Et il y aura une grosse émission dimanche, Patrick. On en parlera dans quelques instants. Restez avec nous, il est 9h40.